Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue à tous dans l'épisode 105 du podcast La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité et sans sacrifier leur temps. La semaine dernière, vous avez beaucoup apprécié l'épisode avec Sophie de la conciergerie For You. Sophie nous expliquait comment elle a mis en place un compte Instagram qui convertit, les outils qu'elle utilise tels que Canva ou ChatGPT. Et vous avez été nombreux sur le club des conciergeries à commenter ce post. Damien a notamment partagé son automatisation qui consiste à poster ses avis Airbnb directement sur son Facebook, ce qui est plutôt pas mal comme idée, je trouve. Le club des conciergeries, c'est la communauté gratuite pour s'aider, s'inspirer, pour la rejoindre. C'est le premier lien en description. Cette semaine, ce n'est pas un, mais deux invités sur le podcast, Ophélie et Marc, gérants de la conciergerie Phoenix en Ile-de-France. Il nous faut un retour de comment s'est passé les JO pour leur conciergerie et vous allez voir, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Je vous souhaite un bon épisode et vous retrouve à la fin. Bonjour et bienvenue à Ophélie et à Marc que je découvre du coup aujourd'hui et qui vont même se présenter. Vous êtes gérant d'une conciergerie qui s'appelle Phoenix Conciergerie. Qui se présente en premier? Écoute, je vais commencer. Bonjour Vanessa, merci de nous accueillir sur ton émission. Du coup, donc moi c'est Marc et je suis donc co-gérant avec Ophélie donc de Phoenix Conciergerie. Après je t'expliquerai par la suite ce qu'on fait. Moi je vais m'occuper plus de la partie informatique, tout ce qui est automatisation des processus et globalement en fait tout ce qui concerne en fait le support client, tout ce qui concerne l'informatique, ce sera moi en tout cas. Voilà. Dans la conciergerie, ok. Et toi Ophélie? Donc moi je vais m'occuper, on va dire du reste entre guillemets, c'est de la recherche de propriétaires, la relation client avec le propriétaire, les prestataires, que ce soit ménage, entretien, réparation, etc. Bon, avec Marc, on fait aussi le relationnel avec les voyageurs, mais c'est vrai que toute la partie informatique, c'est pas ma partie du tout. Et on est bien dispatché là-dessus, c'est vrai qu'on se complète très bien, parce que moi, c'est vraiment plus le relationnel de par mon ancien métier aussi, et Marc, c'est plus la partie informatique de par son travail actuel également. Et oui, et en plus, c'est dans des épisodes précédents du podcast, il n'y a pas très longtemps, 2, 3 ou 4 épisodes, j'interviewais des associés, ils sont 3, et ils se disaient qu'ils répartissaient bien les tâches entre eux et qu'ils étaient complémentaires et qu'ils n'étaient pas justement similaires. C'est important dans une conciergerie quand on s'associe. D'ailleurs, vous faisiez quoi avant? J'étais aide-soignante en réanimation à l'hôpital d'Amiens, donc pendant 15 ans à peu près, donc rien à voir du tout avec l'immobilier. J'avais quand même déjà ce lien relationnel avec les patients ou les familles, donc que j'ai retrouvé dans l'immobilier sans la souffrance, sans le milieu hospitalier à côté. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait un BTS immobilier en alternance pendant 2 ans, et après donc c'est là où j'ai rencontré Marc. Et puis après j'ai la création. Dans les études? Comment? Oui, en fait comme j'étais en alternance, j'étais donc le lundi, mardi à l'école. Et le mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Donc, c'est pendant les soirées investisseurs que j'ai rencontrés pendant mon entreprise que j'ai rencontré Marc. Ok. Et toi, Marc, tu faisais quoi avant? Alors, du coup, je faisais, je fais toujours, en fait, j'ai pas encore quitté mon travail, même si, je pourrais, en fait, aujourd'hui. Du coup, je suis un ingénieur informatique. Donc, d'où, en fait, mes compétences dans la conciergerie. Et donc, voilà, donc j'ai rencontré Ophélie en fait sur un salon immobilier. En fait. Et là, toute l'histoire a commencé. Ok. Du coup, la conciergerie, vous l'avez ouverte il y a combien de temps? Ça fait un an et demi là. Et en fait, au départ, on a créé une société de sous-location où on a fait la conciergerie pour gérer nos biens. Et en fait, il en est découlé dans la continuité des choses où on a ouvert en plus la conciergerie pour les autres propriétaires aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est développé, quoi. D'accord. Donc,
commencé par la sous-location, vous aviez du coup les prestataires pour pouvoir le proposer à d'autres propriétaires finalement. Est-ce que du coup, quand vous rencontrez des propriétaires, vous proposez les deux formules, sous-loc et conciergerie? Non. Du coup, en fait, on se spécialise vraiment sur la conciergerie. On veut pas mélanger, en fait. On veut pas perdre les propriétaires, en fait, parce que souvent, en fait, quand il y a plusieurs choix, en fait, au final, la personne, elle sait pas quoi choisir et du coup, elle se place pas. Je trouve que c'est une mauvaise, en fait, façon de convertir un client, c'est de lui proposer plusieurs choix. Nous, dans tous nos process, tu verras qu'on a toujours, en fait, une seule formule à proposer au client, en fait. Il y aura jamais deux, on peut faire ça ou on peut faire ça. Ça se passe comme ça. Et du coup, voilà ce qu'on vous propose. Ouais, c'est très vrai. Plus on a de choix, moins on arrive à en faire. Quand on est sur Netflix, on sait pas quoi choisir, hein, comme film, c'est pas pour rien. Il y en a trop. C'est ça. Mais effectivement, je dis toujours, vaut mieux avoir une seule offre à proposer. Au moins, on la connaît par cœur, on sait bien la proposer, et le propriétaire n'a pas de choix à faire. Finalement, Ouais, son Ça, seul choix, c'est quelle conciergerie. voilà. Après, quand on voilà. veut, nous, continuer dans les biens pour notre sous-location, on va rechercher les biens location longue durée sur le bon Hmm. coin, les connaissances, etc. Et on va vraiment pas partir sur les propriétaires qui veulent faire de la courte durée, en fait. On fait nos recherches comme on fait depuis le début sur la longue durée et qu'on convertit, nous, derrière en courte durée. Ouais, c'est aussi ce que je dis souvent. Plutôt que d'aller chercher des propriétaires qui sont déjà en courte durée et qui pensent savoir tout faire eux-mêmes, il est plus facile de convaincre un propriétaire en longue durée qui le loue en meublé, par exemple à l'année, un étudiant, puisqu'il sait qu'il va gagner plus et qu'il finalement il n'a pas beaucoup plus d'investissement à faire. Bah non, C'est puis vrai. c'est surtout que comme nous, ça va être mis en location courte durée, l'entretien du logement, on est obligé de le faire. Donc on va pas lui rendre dégradé, saccagé, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est un point fort sur lequel on appuie à chaque fois, sur le fait qu'on lui rendra obligatoirement en bon état et les loyers seront obligatoirement versés puisqu'on est en société, c'est la comptable qui s'occupe de tout, quoi. Parce que vous avez la carte G, vous récupérez les loyers? Non, Non, d'accord, c'est le propriétaire qui les perçoit, hein. on pourrait l'avoir Et puisque on moi, peut avec faire. mon BTS, je peux l'avoir. Hmm. Mais c'est déjà bien Oui, assez de Marc. gestion comme ça. C'est vrai que Ouais. oui, au final, c'est vrai que la carte G, c'est bien pour ce fonctionnement, mais c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, parce que au final, en fait, encaisser les loyers, ça fait que notre chiffre d'affaires il augmente, donc forcément, qui dit chiffre d'affaires, ben, impôt derrière à payer, et nous, c'est pas vraiment notre volonté, et en plus, ce serait pas vraiment l'image de notre chiffre d'affaires réel, parce qu'après, on doit reverser au propriétaire. Hmm. Ça nous convient très bien ce fonctionnement où les propriétaires reçoivent directement, ils perçoivent leur loyer et nous derrière on facture donc à la fin du mois on leur présente nos honoraires en fait hein, de conciergerie et ça se passe très bien comme ça. Si on passait au vif du sujet, vous avez une conciergerie qui est en Île-de-France et vous avez vécu les JO. On va en parler. Les JO avant, les JO pendant et peut-être même après, on va voir. Vous vouliez quand on a travaillé sur l'épisode, vous vouliez qu'on parle des attentes et de la réalité des revenus attendus pour les propriétaires. Qui veut aborder le sujet? Ça peut être assez drôle, je pense. Je vais le faire si tu veux, Marc. Vas-y, vas-y. C'est vrai que, bon, je pense comme beaucoup, on va dire 90% des Parisiens, les trois quarts ont pensé pouvoir mettre des prix exorbitants à multiplier par 150, 250% le prix de base de la nuitée. Donc oui, comme on avait prévu avec Marc et comme on leur avait stipulé, il y aura des réservations qui vont tomber en début d'année. Les gens vont vouloir se protéger entre guillemets et être plus ou moins sûrs d'avoir un logement. Donc oui, il y a des Hmm. réservations qui sont tombées juillet-août. Ça a été une fatalité. Je pense que c'est pour beaucoup de monde. On leur avait bien stipulé de ne pas s'emballer parce que mai-juin, c'était quasiment sûr qu'il y aurait des annulations derrière. Il y a eu, oui, des belles réservations, on va dire, admettons, pour 10 nuits à 5 000 euros. Et il s'est avéré que au mois de mai-juin, les réservations ont été annulées et les gens ont re-réservé derrière avec 60% moins cher. Si je reviens en arrière,
Tu veux dire que les propriétaires ont mis en amont, très en amont leur annonce. Il y a eu des réservations en début d'année, donc janvier, c'est ça? Décembre, janvier, Et il y en a beaucoup qui sont tombés. Oui. la plupart, il y en a plusieurs qui ont annulé vers mai-juin. Est-ce que tu as la raison? Ils savaient que ça allait être moins cher. Il y en Il y a a, il y a beaucoup, eu puis il y en a ça. quelques-uns qui ont annulé sur un logement, je dis de bêtises, admettons à Clichy, puisqu'on en a plusieurs à Clichy, qui avaient réservé en début d'année à Clichy, qui ont annulé au mois de mai-juin, mais qui ont re-réservé le même, beaucoup moins cher. Hmm. Parce qu'il y avait tellement d'offres en fait sur le marché, en fait, à partir du mois de mai, hein, tous ceux qui partaient, tous les personnes d'Île-de-France qui sont partis en vacances, il y en a beaucoup qui ont mis leur appartement en fait en Airbnb parce que l'effet JO, ils pensaient vraiment en fait gagner le jackpot, hein. Le souci, c'est que voilà, donc le marché était beaucoup trop vaste et il y avait trop de possibilités pour ces personnes-là. Donc, elles ont réservé un bien à 5 000 € en janvier. Elles ont vu que en juin, il y avait des biens à 500 €, voire même 100 €, quoi. Il y avait vraiment de tout, en fait. Donc, le marché n'était pas équitable. Quand un propriétaire vous appelait, il vous appelait parce qu'il avait un appartement en résidence principale, j'imagine, et il allait partir sur la période des JO. Qu'est-ce que vous lui disiez pour prendre son logement? Alors, sur Paris, c'est obligatoirement leur résidence principale. Si ça ne l'était pas, ils peuvent pas le mettre en location courte durée. C'est pas possible, sauf Ok. s'ils faisaient un changement de destination, mais pour une courte période, c'était complètement inutile et ça ne servait à rien. Donc nous, quand ils nous contactaient, on leur demandait la localisation exacte, le nombre de pièces, la superficie, enfin voilà, les questions qu'on posait habituellement. Et la question qui malheureusement des moments partait en conflit, on va Sur le dire, réseau. c'est qu'on leur demandait s'ils avaient une idée de prix sur la nuitée ou s'ils voulaient à la semaine, etc. Et souvent, c'était à ce moment-là où ça bloquait, quoi, en fait. Ouais, parce qu'ils s'attendaient à avoir des prix bien plus chers que ce que vous leur proposiez, c'est Ah ça? oui, oui, moi je me rappelle d'un monsieur, donc, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc les propriétaires, soit ils me contactent via les réseaux sociaux ou moi quand je vois qu'ils recherchent. Et j'en ai un en tête, donc qui était situé dans Paris, où exactement, je ne sais plus. Le logement faisait 11 mètres carrés. Il y avait un lit d'une personne, le l'évier de la cuisine, la douche collée à l'évier de la cuisine, et il en voulait 500 € la nuitée. Et À habituellement, 12 ça se mètres serait loué carrés, combien? pour un logement comme ça, faut pas en compter plus de 50 €, quoi. D'accord, 10 fois plus, quoi. Oui, oui, Donc, bah Ok. on avait surtout pas mal encore quand c'est un de... logement où il y a deux personnes. Même si c'est deux amis, ils peuvent se diviser les frais. Tandis que là, les 500 € la nuitée, comme il y avait qu'un lit d'une personne, on pouvait pas faire autrement, de toute façon. La personne payait vraiment tout plein pot, comme on dit. Donc, c'est Hmm. vrai que c'était compliqué et il n'a pas compris. De toute façon, on l'a pas eu en client, celui-ci, en propriétaire. Mais vraiment, côté propriétaire aussi, on a eu beaucoup de demandes un peu exorbitantes. On a même eu un propriétaire à côté de la Tour Eiffel, hein, qui voulait du 7 000 € la nuit. Il y a des fois où Il bah, voulait voilà, même on à peut la base pas. 10 000 € et il avait dit qu'il voulait bien et qu'il était compréhensible pour baisser à 7 000. Donc, du coup, on a vraiment eu de tout. C'est un hôtel, non? C'était un hôtel qui proposait. Il était très C'était, beau l'appartement. c'était juste Là-dessus, à il la n'y a fin. pas de souci, avec une très belle vue. Mais à un moment donné, il faut rester cohérent et faut pas mettre trop bas les prix pour avoir n'importe qui dans le logement. Ça, on en a conscience et je pense que toute conciergerie en a conscience aussi. Après, je dirais, c'est aussi la façon dont on veut se faire voir. On peut prendre tous les propriétaires au prix où ils veulent. Il n'y a pas de problème. Là, les 10 000 €, on aurait pu, les 500 € la nuitée, on aurait pu les prendre. Mais en amont, c'est tellement un travail énorme. Et une réputation aussi, parce que les logements ne se seraient pas loués, que notre réputation, elle en aurait pâti derrière, en fait. Parlons-en d'ailleurs de la charge de travail en amont. Est-ce que c'était une charge de travail différente par rapport à un bien en location toute l'année, courte durée, sans événement particulier, ou est-ce que c'était la même charge de travail? Alors en fait, on va dire on était plus que préparé parce que on s'attendait pas vraiment. On est un peu déçu en tout cas des chiffres et
des résultats en fait des locations durant les JO. On a eu moins de charges de travail parce qu'en fait on a eu moins de réservations qu'en temps normal en fait. Et même à la même période sur l'année N-1, on avait plus de réservations. Pour dire que franchement, ça n'a pas été facile cet été, même avec les outils qu'on utilise qui nous permettent vraiment de voir le marché, ça a été compliqué de trouver des voyageurs. Tu penses que Paris a été déserté à cause de l'événement ou parce qu'il y avait trop d'offres? Alors, il y avait trop d'offres, il y avait beaucoup trop d'offres déjà, ça c'est sûr et certain. À côté de ça, il y a eu il y a eu des pirates aussi. On a été victime, nous en tout cas, on l'a bien vu, hein, de réservations pirates. C'était en gros des réservations qui étaient faites sur toutes les périodes en fait clés où vraiment en fait il faut que le logement soit loué et à la dernière minute, vraiment à la dernière minute, c'était annulé. Vraiment le dernier jour en fait où c'est possible d'annuler, c'était annulé vraiment au dernier moment. Donc du coup, on avait ça sur plusieurs logements et quand on regardait en fait le profil, parce qu'on peut le voir sur Booking, des personnes qui réservaient, on pouvait voir que c'était des personnes qui avaient très peu en fait, qui à chaque fois annulaient leur réservation en fait. Ça, on peut le voir sur Booking. Donc ça me donnait vraiment un pourcentage de fiabilité en fait des réservations. Voilà, des réservations nommées Mohamed Ali. C'était des fois un peu un peu bizarre. Il fallait qu'on fasse des vérifications. Le problème avec les différentes plateformes, nous on travaille avec Booking, Airbnb, les voyageurs sont beaucoup plus vérifiés avec Airbnb qu'avec Booking. Et du coup, c'est vrai que les fausses réservations que l'on a eues cet été, ça a été qu'avec Booking. Parce que les voyageurs ne sont pas vérifiés en amont. En fait. Est-ce que vous pensez que c'était des réservations pour relouer, ressous-louer, on va dire, les appartements ou c'était juste vraiment parce qu'ils cherchaient un prix moins cher et ils ont Pour annulé? enquiquiner, non, Non, c'était pour enquiquiner leur monde en c'est fait. pour bloquer le marché. Parce qu'en fait, si ces logements sont bloqués, en fait, sont réservés, ils sont plus visibles sur les plateformes. Donc en fait, on l'a eu sur plusieurs logements, hein. Quand ils sont réservés en fait jusqu'au dernier moment, ben ça fait beaucoup de moins de concurrents pour eux en fait. Donc par exemple Ouais, pour les hôtels, en sûrement tout les cas, concurrents alors. c'est ça. Non, Voilà, il y a eu ce facteur-là. Après, on a eu l'occasion d'échanger avec des revenus managers qui s'occupent d'hôtels sur Paris. Ils étaient dans la même tristesse que nous. Donc ils ont eu des réunions, ils parlaient de baisse de réservation. Il y a eu moins de voyageurs que d'habitude. Il y a aussi eu moins de voyageurs en direction de Paris dans les aéroports. Il y avait plus de correspondance sur les villes comme Bruxelles, les alentours que Paris, parce que en fait les prix des vols étaient déjà trop chers. Le prix de la cérémonie était très cher, plus les prix des Airbnb en fait. On a eu voilà, très peu de voyageurs au final. Ouais. Rémi, que tu as déjà interviewé il y a pas très longtemps, qui lui est à Carcassonne, il a fait plein sur toutes les vacances. Ah, par contre, le sud, ouais, ça a bien marché cet été. Alors que Paris, ça a Ouais. été un flop, entre guillemets, plus ou moins total, on va dire. Je pense que beaucoup de Français ont déserté la région parisienne pour d'autres régions et il y avait seulement peut-être des étrangers au JO ou alors des gens qui avaient les moyens de venir à la cérémonie. Mais c'est vrai que je sais pas si les JO ont fait plein, mais en tout cas pas les conciergeries. Après, c'est vrai que mis bout à bout, toutes les dépenses, voilà, faut compter l'hébergement, la nourriture, le billet d'entrée pour assister selon le truc du JO où on va voir, le billet d'avion ou le billet de train, le métro qui était à 4 euros. Tout mis bout à bout, quand on est plusieurs à diviser, ça peut aller, mais quand on est deux en couple, ça fait une sacrée dépense. C'est sûr, ouais. Au total, est-ce que vous savez combien vous avez eu de demandes pour les JO? Combien vous en avez accepté, refusé? Est-ce que vous avez une On estimation? en a accepté 5. Il y en avait Ok. 2 dans Paris même, 3 à l'extérieur, en Ile-de-France.
Refusé au total, je t'avoue que je n'ai plus le chiffre là en tête. On en a refusé un peu plus que ce qu'on a accepté. Ok, donc vous avez eu un peu plus de demandes qu'habituellement ou... En fait, vous savez pas, c'était votre première saison en même temps les JO, c'est ça? Oui, c'est ça. L'année dernière, on avait déjà Ok. la conciergerie, mais c'était dans les débuts, entre guillemets, puisqu'on a ouvert vraiment au mois Hmm. de mars l'année dernière. En ouvrant la conciergerie, vous saviez déjà qu'il y aurait les JO. Est-ce que vous l'aviez aussi ouverte pour cette raison? Bah, en fait, Ophélie avait cette volonté d'ouvrir une conciergerie depuis longtemps. Donc, du coup, elle m'en a parlé à plusieurs reprises. Bah, en fait, le fait qu'on ait ouvert du coup la sous-location, on avait déjà en fait, on va dire le moteur en fait pour pouvoir gérer plusieurs biens en fait avec le channel manager. En fait, la suite logique, c'était de créer la conciergerie. Donc, on s'est posé la question, on a calculé, on a fait de petits calculs et bon, on s'est dit bah go, on essaye, on essaye de la conciergerie et au final, bah, l'expertise, bon, bah, on va dire que moi j'ai de mon côté et elle son expertise, on va dire dans l'immobilier, dans tout ce qui est commercial, les échanges avec les clients, le réseau qu'elle avait dans l'immobilier, les deux combinés, en fait, ça donnait un très beau résultat et on a entré pas mal de logements la première année et on était vraiment très satisfaits en tout cas de nos chiffres. Et ouais, vous disiez une trentaine de logements, alors que la conciergerie a 1 an et 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi. Ouais. Ouais, ok. Donc vous avez rentré 5 biens sur la période des JO. Comment vous avez préparé cette période-là? Est-ce que déjà c'était difficile d'aller dans Paris? Donc peut-être que si c'est le cas, vous avez préparé la gestion en amont? Alors, ouais, normalement, c'est moi qui me déplace dans Paris pour aller refaire les stocks, etc., des logements. Il était prévu que juillet-août, je ne descende pas sur Paris. C'était vu avec les prestataires de ménage, etc., tous les prestataires qu'on a sur place. Moi, je suis d'Amiens, donc je me déplace, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai, sur cette période-là, je l'avais dit, non, c'est pas possible. Donc, au mois de juin, on a fait la tournée de tous les logements où on a rechargé à fond les réserves pour le matériel de ménage, les produits d'entretien, les kits de bienvenue, etc. On avait vraiment chargé pour, au cas où, on va dire, s'il y avait vraiment eu un afflux important ou pas. Ok. Donc vous aviez juste fait ça ou est-ce qu'il y avait d'autres choses type prévention sur la maintenance, vérification de choses en particulier ou c'était uniquement ça? Bah, après, les prestataires de ménage, eux, à chaque fois qu'ils font le check-out et le ménage dans les logements, que ce soit période JO ou pas, vérifient le fonctionnement des télés, les interrupteurs, enfin si les lumières fonctionnent, si les ampoules fonctionnent, s'il y a de l'eau chaude, etc. Donc ça, c'est déjà fait à chaque fois dans les logements qu'il y ait JO ou pas. Donc là, ça a juste été la Ok. continuité de notre façon de travailler, en Ok. Donc la grosse préparation en amont, c'était vraiment aller vérifier tous les logements, les réserves des logements, quoi. fait. C'est ça. Et les prestataires, est-ce qu'ils avaient des consignes particulières où ils pouvaient venir après chaque départ et il n'y avait pas de souci pour aller dans les logements? Bah, on n'en avait pas qui était dans la zone rouge où il fallait le pass pour se déplacer. Donc, du coup, on s'était renseigné aussi au niveau mairie en amont pour savoir les localisations et les zones, entre les zones rouges, les zones où il fallait le pass, pas forcément, si on était véhiculé ou pas, enfin bref. Et c'est vrai que les logements que l'on a récupérés n'étaient pas compris dans ces zones-là, donc elles pouvaient se déplacer tout à fait normalement. Ok. Et pour le linge, je vous ai pas demandé comment vous le gériez. C'est en interne ou vous le faites par un prestataire? C'est le prestataire de ménage qui s'occupe du linge. Ok, ça marche. Tu m'as dit que tu avais des chiffres. Des chiffres sur quoi exactement? Sur le taux d'occupation, juillet, août et septembre, voilà, montrer un peu le grand écart, on va dire, entre Septembre qui a certains été logements de région parisienne, complètement parce que Paris, c'est vrai que j'ai pas réussi à les retrouver de ceux dans Paris même, mais de toute façon, c'est zéro. Juillet, août, c'est zéro pour les deux logements dans Paris même. Studio à Clichy, qui au mois de juillet a fait 0% d'occupation, Même pas au début. rien du tout. Ok. Il y en avait ouais. une, mais il y a eu une non-présentation, la personne n'est pas venue, donc du coup, ça a fait zéro. Au mois Hmm. d'août, on a fait 6,45% d'occupation.
Et Ok. au mois de septembre, on a fait 93% d'occupation sur ce logement-là. Ouais. Ouais, Donc donc on un voit grand que en fait, écart, pas possible, quoi. ouais, c'est, vraiment la période difficile, c'était en fait ce que tout le monde pensait être une période vraiment rentable et prospère pour tous les Parisiens qui ont un logement en fait dans la zone des JO était au final la pire saison pour louer en fait en Airbnb parce qu'il y a tellement d'offres que du coup l'annonce se noie en fait dans tout le flot d'annonces en fait. Après, on le Mm. voit qu'en septembre, en fait, là, on remonte et on part à 93% parce que tous ces logements ont été retirés des plateformes. On voit que la demande est plus forte. Aussi, les Parisiens sont revenus de vacances et les JO, en fait, au final, n'étaient pas. Enfin, quand il y a trop de monde, en fait, généralement sur un business, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. J'imagine que les propriétaires étaient pas très contents au vu de ces chiffres. Comment vous avez pu gérer la situation? Après, il y a eu l'actualité aussi, hein. Ça s'est vu aussi dans les journaux, hein, que les hôtels, les Airbnb, les restaurants, en fait, avaient un chiffre d'affaires très faible, en fait, et qu'ils étaient tous, beaucoup étaient déçus, en tout cas, de leurs chiffres. Mis à part ceux qui étaient à l'intérieur des zones JO, dans les villages, ceux qui étaient à l'extérieur étaient vraiment déçus, même les chauffeurs VTC. On a eu pas mal d'articles là-dessus, hein. On n'est pas les seuls, on n'était pas les seuls, en tout cas. Bon, après, ils Ouais, ont c'est quasiment tous compris le pourquoi du comment ça s'est pas loué, quoi. Ils l'ont compris, honnêtement, ils l'ont compris. ouais, donc trop d'offres, quoi. C'est surtout Oui, ça. il y en a eu Ouais. beaucoup trop. Je pense que ça ne s'est jamais vu autant d'offres que ça. C'est pas possible. Ouais, au final, c'est peut-être même tous les commerces dans la région parisienne, quoi, qui ont subi ça puisqu'il y avait peu de monde. Et finalement, comme tu disais, Marc, les VTC, peut-être aussi plus d'offres qu'habituellement. Ouais, mais vraiment toutes les activités commerciales là, qui s'attendaient à vraiment exploser leurs chiffres. Moi, en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Paris, même c'était plus facile de se déplacer sur Paris pendant les JO que voilà en fait en dehors des JO. Donc ça a été vraiment survendu, comme quoi en fait ça allait être Mm. bondé alors qu'au final c'était plus fluide que d'habitude. C'est plus cher de se déplacer, non? Avec le ticket Plus de métro. cher, plus facile, mais plus cher. Oui, métro oui, mais VTC c'était moins cher. Les Bah ouais, VTC c'était forcément, moins cher. plus d'offres, donc moins Ouais, cher, plus ouais. d'offres, donc du coup, Voilà. c'est le truc de l'offre et la demande Pareil, dans ils tous ont les les mêmes cas. problèmes hein, peut-être. Hein. Vous en retenez quoi de cette période des JO, sachant que c'était en plus votre premier... Non, deuxième été? Deuxième été. Ouais. Deuxième été. Ouais. Ouais. Mais est-ce que vous avez comparé l'été dernier à cet été-là? Oui, bah, du coup, ce que je disais, en fait, c'est que l'été dernier, on avait quand même plus de réservations. Sur le mois d'août, c'est toujours faible hein, à la région parisienne. Au mois d'août, c'est toujours calme. Donc, il y a quelques réservations, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais là, vraiment, c'était pire qu'un mois d'août habituel. Et le mois de juillet, ça réserve quand même. Et là, c'était vraiment compliqué, quoi. Très, très Hmm. compliqué. On a fait pire avec plus de logements, quoi, en fait, par rapport à l'année Ouais. dernière. Et plus, j'imagine, plus les mois passaient avant les JO, et plus vous disiez, ça va être compliqué, non? Il y avait le stress qui devait monter déjà pour la gestion au Oui. quotidien, puis vous voyez que les calendriers sont vides, en fait. Comment Ouais. vous avez essayé d'anticiper quand même? Vous avez mis des actions en place pour essayer de remplir ou Ça, c'est la partie pas? Oui, à oui. Marc, ça. Voilà. On a mis des boosts, on a fait des boosts sur les annonces, hein. On a essayé de les faire remonter dans les listes Booking et Airbnb. Il y avait tellement de logements et tellement, en fait, le problème c'est que il y a des personnes qui s'y connaissent pas et qui veulent à tout prix louer et qui louent en fait leurs biens à des prix dérisoires. Donc le marché était cassé en fait aussi. Ouais. Nous, en fait, qui travaillons en fait avec, on a besoin d'un certain chiffre d'affaires en fait pour pouvoir assurer en fait la rentabilité de nos propriétaires. Et donc on peut pas non plus descendre trop bas en fait, c'est pas possible parce qu'au final il y a plus personne qui gagne.
Et donc ça fait que on est bloqué en fait parce que le marché est plus bas que la moyenne. Ouais. D'un côté, il y avait les gens qui louaient très très bas, et d'un côté, ceux qui louaient très très haut. Donc au final, pour se positionner, c'est compliqué. Très compliqué. Les courbes étaient très dures à analyser parce que du coup on travaille avec des outils d'aide à la décision en fait. Je sais pas si j'ai le droit de nommer les noms, mais euh, du coup on Vas-y. regarde régulièrement les courbes sur PriceLab et RDNA en fait. Et du coup en fait c'était tellement large que c'était compliqué de se positionner en fait. Il y avait Ouais, vraiment du tout, il y avait beaucoup trop de disparité entre le prix le plus cher et le prix le plus bas. eh oui, parce que ces algorithmes-là, je les connais pas par cœur, mais j'imagine qu'ils prennent les données actuelles, et comme les données actuelles, elles sont pas bonnes, eh ben, ça Oui, donne pas le juste prix finalement. exact. Donc elles étaient plus fiables au final. Il fallait essayer de trouver en fait un raisonnement en fait à tout ça et c'était pas évident. Franchement, Eh c'est oui. beaucoup plus compliqué dans ces périodes-là que en temps normal. Est-ce que vous aviez eu contact avec des conciergeries qui étaient autour de vous aussi, et c'était la même chose pour elles? Non, ça a été tendu pour tout le monde. Ouais. Il y en a qui ont réussi un petit peu plus, mais ça a vraiment été tendu pour tout le monde, effectivement. Après, comme mardi, il y en a qui se sont prétendus conciergerie parce qu'ils font du ménage dans les logements. Donc, ils s'imaginent qu'il y avait juste à dire aux propriétaires, bah, écoutez, je vais m'occuper de vos logements en conciergerie, sauf que en amont, tout ce qu'il y a à faire, donc les plateformes, donc la partie de marque, les visites, prendre les photos, faire les annonces, voir s'il y a tout ce qu'il faut dans le logement, etc. Ça, ils ne le faisaient pas. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne partie aussi qui, au final, a donné quand même une mauvaise image aussi, un peu comme les agents immobiliers, où voilà, les propriétaires derrière n'ont pas été satisfaits. Donc il y a eu le fait des prix aussi, ça c'est sûr, mais il y a eu aussi où les gens se sont prétendus conciergerie alors que non. Oui, j'ai eu le Ouais. contact aussi. Moi, j'ai parlé à plusieurs agents en fait qui travaillent dans des hôtels, les contacts que j'ai sur Paris. Ils étaient un peu dans le même embarras. Ils me disaient que c'est compliqué. Il y a des réservations qui s'annulent au dernier moment. Les réservations qui arrivent, c'est des réservations de dernière minute, des last minutes. Ils s'attendaient pas à ça. Et le revenu manager là, qui s'occupe de plusieurs hôtels parisiens là, que j'ai pu rencontrer au mois de, c'était au début des JO. Hein. Il me disait pareil que pour lui c'était compliqué. C'était compliqué à gérer parce qu'il y a plusieurs hôtels qui ont des attentes sur ces chiffres et que ça se remplissait pas en fait. Mm. Il y avait un vrai stress cet été. La Ouais, Voilà. et nuit puis était courte. c'est vrai, La nuit était courte, c'est vrai. c'est vrai que déjà, j'ai l'impression que avant les JO, il y a certaines conciergeries qui se disent conciergeries qui noircissent un peu la réputation, on va dire, des conciergeries. Et là, avec les JO, je pense que ça n'a pas aidé. Et je pense que de toutes ces conciergeries-là vont disparaître sous peu, d'ailleurs, hein, parce que si on se professionnalise pas aujourd'hui, ça va être très compliqué. Mais il va falloir redorer le blason de conciergerie, finalement. Et c'est dommage. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont accepté les propriétaires qui voulaient des tarifs exorbitants de leurs biens sans leur dire que c'était pas jouable. En fait, c'était juste pour dire récupérer, récupérer, récupérer. Mm. Et au final, ça ne s'est pas loué. Donc, du coup, les propriétaires vont dire, ah là là, voilà, les conciergeries. Parce que tout de suite, et je crois que c'est tout le monde qui est comme ça, on englobe toute la profession dans le même sac, en fait. C'est comme si on avait une mauvaise expérience avec un chirurgien, on va dire, voilà, tous les chirurgiens ou tous les policiers ou tous les... Et on englobe toute la profession dans le même sac, alors que ce n'est malheureusement qu'une mauvaise expérience qui a fait que ça s'est pas fait, quoi. C'est exactement ce que tu disais, Ophélie. C'est le même schéma que les agents immobiliers, malheureusement. Un agent immobilier qui n'a pas vendu notre bien, et puis on va dire qu'il a été mauvais. Et une conciergerie qui n'a pas rempli le calendrier, on va dire qu'elle a été mauvaise. Alors qu'il y a plein de facteurs extérieurs. Il faut savoir en fait dire à ses propriétaires pourquoi il y a eu ça et lui expliquer que même s'il avait choisi une autre conciergerie, ça aurait pas donné des résultats différents. Ouais. Nous, c'est vrai que c'est ce qu'on leur a répondu, c'est que
En fait, ce qu'ils avaient du mal à comprendre, et nous, c'est ce qu'on a essayé de leur faire comprendre aussi quand même, c'est que si eux, le logement ne se louait pas, ils n'avaient pas l'argent qui rentrait. Mais nous, derrière aussi, en fin de mois, on n'était pas payés, on n'avait pas de commission. Donc, excuse-moi le terme, mais même nous, ça nous faisait suer que ça ne se loue pas, parce que du coup, on avait fait le travail en amont des annonces, des photos, de préparer le logement, où il n'y a pas eu de réservation, ce qui fait que nous, on n'a pas été payés non plus. Ouais. Donc, le donnant-donnant n'a pas été fait sur certains logements. Ouais, on a eu une double pression en fait. Vraiment, c'est les propriétaires qui voulaient louer cher au départ. C'était vraiment l'objectif de beaucoup de propriétaires et le marché qui était bas. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est baissé au mois de juin en fait. Au mois de juin, il y a eu toutes les offres qui sont arrivées et là, on voit que les courbes elles chutaient en fait au mois de juin. Donc on était là entre les deux. Oui, mais on peut pas le louer aussi cher. Mais ils comprenaient pas. Non, mais si, il y a il y a de la demande. Moi, je sais qu'il y a de la demande. Donc c'était tendu. Mais encore une fois, c'est vraiment euh, pour nous, c'est vraiment un cas exceptionnel pour notre conciergerie, parce qu'il faut pas non plus qu'on pense que c'est l'image de notre conciergerie. Mais voilà, sur des mois habituels, on est plus dans les 93%, comme disait Ophélie, d'occupation sur l'ensemble de logements. Après, nos propriétaires anciens, entre guillemets, avec qui on travaille depuis quelques temps, nous ont écoutés, ont laissé les tarifs. Alors, on les a augmentés un petit peu, oui, mais ils sont restés dans des tarifs corrects et cohérents. Et là, ça s'est loué. Je vois à Colombes, au mois d'août, un T2, on a eu 84% d'occupation. 93 au mois de septembre. Parce que les tarifs, déjà, c'était des anciennes réservations qu'il y a eu, mais parce que voilà, on est resté cohérent dès le début, sans partir dans des prix exorbitants ou complètement impossibles. Et puis, ça s'est loué à 84% au mois d'août et 93, oui, au mois de septembre. Des JO, c'était pas l'opportunité du siècle. Pour ceux qui ont voulu, qui se sont dit mince, j'ai raté le coche, j'aurais dû ouvrir une conciergerie exprès. Eh ben non, vous avez rien raté. Oui, mais dans le sud, pas sur Paris. Ouais. Comme quoi, un business, je disais que un business ne se fait pas sur 2 mois. Enfin, même un mois, en fait, ça durait un mois les JO. Et, voilà, s'il y a une leçon à retirer de tout ça, c'est que pour qu'un bien soit rentable et qu'on puisse en retirer des bénéfices, en fait, c'est un travail de plusieurs mois, en fait, plusieurs années, voire plusieurs années. Mais c'est pas intéressant en fait, de louer vraiment juste pendant ces dates-là où tout le monde va faire la même chose en fait. C'est un peu l'effet crypto en fait qu'il y a eu des années où tout le monde s'est rué sur la crypto et au final personne n'a rien gagné. Si on pouvait retourner en arrière, est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous feriez? On a analysé l'après-JO justement sur s'auto-évaluer aussi sur qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place ou peut-être faire mieux. Et franchement, je pense, et les autres conciergeries, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, il n'y avait rien d'autre à faire en fait. Je veux dire, on a suivi les courbes, on a essayé de s'aligner, comme Marc disait, pour que ça reste rentable pour les propriétaires, pour nous aussi, sans que ça leur soit déficitaire. On pouvait rien faire de plus. Les logements étaient attractifs. Il y avait, nous, on propose des services supplémentaires qui étaient aussi mis à disposition. Ça n'a rien changé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. L'offre a été beaucoup plus forte que la demande et c'est ça qui a fait. Ouais, je pense que moi je dirais de mon côté, on se serait moins positionné sur les JO, on va dire. On aurait fait beaucoup moins on aurait économisé un peu plus d'énergie en fait, parce que au final, nous aussi on est déçus des chiffres qu'on a eu sur les JO. Ce que j'aurais fait autrement, c'est plutôt en fait profiter de l'effet JO pour rentrer des nouveaux clients et du coup travailler avec eux sur des projets sur du long terme et pas seulement sur les JO. En fait, un client vient et me parle d'une location de 2 mois. Je dirais plutôt que voilà, nous on travaille sur du long terme et que voilà, si c'est pour gérer votre bien pendant 2 mois, ça va pas être de notre ressort et ça va pas nous intéresser pour vous comme pour vous. Pour nous, en fait, ce sera pas intéressant ni rentable. Ok, ouais.
C'est logique, même pour tout ce qui est algorithme, en fait. Il y a eu plein d'annonces mises en même temps. Comment l'algorithme met en avant telle ou telle annonce? Elle va mettre en avant les annonces qui sont là depuis longtemps et qui ont des bonnes notes. Parce que finalement, les voyageurs qui venaient pour les JO, ils allaient sur des annonces, il n'y avait aucun avis. Difficile du coup de savoir si ce logement va être bien, et puis vu les prix, moi en tant que voyageur, je me dis mais c'est hyper cher, il n'y a pas d'avis sur ce logement, j'ai peur en fait. Donc je vais me rabattre sur des logements qui ont des avis, déjà. Forcément ça enlève beaucoup d'annonces. Et puis si en plus c'est moins cher 2 semaines avant les JO, je vais annuler et reprendre une location, quoi. Ça paraît logique. C'est ce que beaucoup ont fait, hein. C'est ce que beaucoup ont fait, et comme tu dis, c'est compréhensible. Et nous les premiers aussi, hein. Moi, je voyage beaucoup Airbnb, Booking. S'il n'y a pas de commentaires avec des prix faramineux, ça va bloquer un peu plus l'envie d'y aller, quoi. Ok, je pense qu'on a vu un peu tout ce bilan avant, pendant, après JO. Est-ce que y a quelque chose une question que je vous aurais pas posée, que vous auriez envie que je vous pose, ou vous vouliez dire quelque chose en plus avant de terminer? L'avantage que l'on a, nous aussi, au sein de Phoenix, c'est que Marc et moi, on est aussi investisseurs. Donc, on sait l'enjeu que les propriétaires ont de mettre leurs biens en location courte durée sur l'année, en fait. C'est pas comme là pour les JO où c'était juste 2 mois pour dire payer les vacances ou payer je ne sais quoi. Là, on sait que c'est un investissement où ils ont, eux, tous les mois à payer les charges, etc. Donc, on sait qu'au minimum, il leur faut leurs charges à rembourser. On le vit déjà nous par nous-mêmes parce que voilà, en sous-location, en investissement classique et tout. Donc on a aussi cet avantage-là où on sait l'enjeu qui est couru derrière. Notre enjeu, c'est qu'ils soient rentables, quoi. C'est que nos propriétaires soient tous rentables. Et voilà. C'est surtout ça la priorité, en fait. Ok. Merci Ophélie et merci à Marc d'avoir partagé votre avis sur les JO, sur comment ça s'est passé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci Vanessa, à bientôt. Merci Ophélie, merci Marc pour votre retour concernant votre activité pendant les JO. Si certains ont voulu profiter de l'opportunité en ouvrant leur conciergerie spécialement pour les JO, c'est raté. Et oui. Et vous, comment ça s'est passé les JO? Que vous soyez dans une ville qui accueillait les JO ou non, avez-vous senti un impact significatif? Dites-moi tout sur le club des conciergeries. La semaine prochaine, on se retrouve sur un épisode spécial grand froid. Certains de vos propriétaires se plaignent de la facture de chauffage à la fin de l'hiver, ou peut-être qu'ils disent que les voyageurs ne font pas attention. Eh bien, ils ont raison. Mais il existe des solutions que l'on croit qui fonctionnent, mais ne font pas de réelles économies, et des solutions qui fonctionnent pour de vrai. C'est ce qu'on verra dans l'épisode 106 de la semaine prochaine. Je vous dis à mercredi prochain. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!